Bonjour à tous et merci à la FPPE pour l'organisation de ce webinaire autour des évolutions professionnelles pour les manipulateurs radio. Je suis Samuel Guigaud et je travaille au CHRU de Brest en imagerie interventionnelle et en recherche clinique paramédicale. Et je suis aujourd'hui là devant vous pour vous parler du projet de recherche ANEF 3D, primé au PHRIP 2019, qui parle de l'impression 3D autour des traitements endovasculaires des anévrismes cérébraux ou comment passer des images patients au modèle 3D. Je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier à déclarer. Voici très rapidement le sommaire de mon intervention. On va revenir sur l'activité de neuroradio interventionnelle au CHU de Brest, parler du projet en lui-même et des retombées attendues pour ce PHRIP. Donc la neuroradio interventionnelle au CHU de Brest, elle a été ouverte en 2015 suite à un besoin très important de la population du bassin brestois et de la région Finistère pour disposer de toutes les dernières techniques de traitement des pathologies cérébrales en urgence, comme les embolisations d'anévrisme ou la thrombectomie. Elle a été ouverte et étudiée par le professeur Jean-Christophe Gintric. Nous sommes 9 manipulateurs à travailler dans cette unité, évidemment ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voici les infrastructures dans lesquelles on travaille. Une très belle salle de radiologie interventionnelle biplan intégrée au bloc opératoire. On dispose actuellement de plus de 800 références de dispositifs médicaux pour le traitement des pathologies de la sphère cérébrale. Voici notre activité, principalement l'embolisation des anévrismes cérébraux rompus ou non rompus, le traitement de l'AVC ischémique et la thrombectomie, les malformations artério-veineuses, le traitement des saignements tuméraux, toutes les artériographies cérébrales et médulaires diagnostiques. Et puis nous participons actuellement à près de 17 essais et études cliniques en cours, tant sur le versant anévrisme que thrombectomie ou malformation artério-veineuse. Alors voilà le projet ANEF 3D, qui est un PHRIP qui a été déposé en 2019 et qui a été primé au PHRIP 2019. Quel est ce projet? Alors le principe, c'est l'élaboration d'une simulation préopératoire d'une embolisation d'anévrisme non rompu. Cette simulation, elle est faite sur un modèle imprimé via une imprimante 3D, ici la Form 3 de chez Formlabs. Ce modèle est réalisé grâce à une résine d'impression souple, reproduisant l'élasticité des vaisseaux. Le modèle est issu est fabriqué à partir des images propres du patient, en l'occurrence la 3D, lors de l'acquisition de l'artériographie cérébrale. Une fois ce modèle conçu, on va le mettre en conditions réelles, directement en salle de neuroradio, comme si on embolisait le patient. Et puis cette simulation va nous aider au choix des divers dispositifs médicaux, que ce soit les implantables ou les non implantables, les dispositifs de cathétérisme ou autres, pour définir ensemble un planning préopératoire et quasiment un traitement personnalisé pour le patient. Et on va essayer d'anticiper toutes les difficultés, les événements indésirables qu'on pourrait rencontrer le jour de la procédure. Alors pour imager le projet, j'aime bien illustrer ça par cette photo de la patrouille de France qui va répéter sa séance de voltige dans un bureau. Et ils vont essayer de reproduire les différentes manœuvres qu'ils vont faire en vol lorsqu'ils vont pouvoir accélérer, mettre les gaz, faire un tonneau, etc. C'est à peu près la même chose dans ce projet. On va essayer d'anticiper les moments un peu critiques de la procédure d'embolisation. Donc le parallèle est assez imagé à faire. Alors ce projet, il est matérialisé par une étude randomisée en simple aveugle. Seul le patient ne sait pas évidemment dans quel bras il est tombé. L'opérateur ne peut pas être en aveugle puisque c'est lui qui va faire la simulation. C'est une étude modocentrique. La population, c'est un patient porteur d'un anévrisme carotido-sylvien, donc circulation antérieure non rompue. Cette étude est designée en deux groupes. Un groupe contrôle pour lequel les patients vont bénéficier d'un traitement standard d'embolisation d'anévrisme. Et puis un groupe simulation, 20 patients également, dans laquelle on va réaliser cette fameuse simulation sur ce modèle imprimé. Alors tout part d'une imagerie. Ici, la 3D
injectée rotationnelle réalisée lors de l'artériographie cérébrale diagnostique au bloc opératoire. Donc on voit cette angiographie rotationnelle qui nous permet donc de reconstruire en 3 dimensions l'anévrisme, et c'est cette imagerie de base qui est fondamentale pour le neuroradiologue et pour nous, pour prendre les mesures qui nous permettront de définir quel type d'implantable on va pouvoir utiliser pour ce patient, soit des coils, flow diverteurs, stent, intrasaculaires, tout l'arsenal qu'on a à notre disposition pour traiter cet anévrisme. Donc c'est cette imagerie de base qui fait foi, qui fait la référence de notre planning de traitement. Alors, pour passer des images à un objet imprimable, on va dire, il y a une partie de segmentation. Alors, soit elle est faite directement sur un logiciel open source qui est ici TKSnap, qui nous permet de segmenter l'imagerie en coupe pour obtenir un objet à 3D imprimé, soit on développe actuellement un partenariat avec la société Intradis qui développe des algorithmes de construction automatique. Mais quand on est sur une segmentation dite manuelle, voilà, on reprend les images du patient et on va segmenter ce qui nous intéresse. Ici, c'est donc l'imagerie de l'iode, et on va reproduire, on va créer ce jumeau numérique imprimable qui est un fichier STL et qui sera notre base de départ pour la fabrication de notre modèle en imprimante. Donc une fois ce fichier STL obtenu, on obtient donc une pièce brute qui représente donc l'entièreté de l'arbre vasculaire du patient. Évidemment, nous, ce qu'il nous faut, c'est plutôt une zone d'intérêt. On va donc passer une étape de nettoyage de ce fichier brut pour obtenir donc quelque chose de plus épuré qui sera notre base pour la fabrication de notre modèle. Ici, on va supprimer toutes les branches qui ne nous intéressent pas, ou en l'occurrence qui seront beaucoup trop compliquées à imprimer. Et on va donc garder uniquement l'anévrisme, la carotide et les branches afférentes de cet anévrisme du T carotidien. On passe ensuite sur une phase de modélisation de ce fichier STL. Ici, on a modélisé, on a segmenté l'imagerie de l'iode. Nous, ce qu'il nous faut, c'est les vaisseaux. On veut réimprimer les vaisseaux. Donc, on va encore nettoyer un peu plus cet anévrisme, garder les branches intéressantes, l'épaissir, l'extruder, lui rajouter une épaisseur de paroi. Et dans des logiciels de conception assistée par ordinateur, ou encore avec notre partenaire Intradis, on va fabriquer, modéliser voilà, ces connecteurs qui nous permettront de faire circuler à l'intérieur, grâce à des valves avec des raccords, des choses comme ça, nous faire circuler à l'intérieur de l'eau pour recréer donc une circulation sanguine. Une fois ce modèle simulé, on va l'inclure dans un doc qui ici va nous permettre de verrouiller le modèle et donc de respecter l'anatomie du patient. C'est ce qui va un peu faire gage, faire foi de notre boîte crânienne. Donc ici, position anatomique vue du dessus. Donc ce doc-là, qui est donc réutilisable, on ne va à chaque fois que modéliser l'anévrisme dans ce doc. Donc voilà les deux parties essentielles à notre simulation. Un doc imprimé, lui aussi avec une imprimante TANEM avec une résine très dure, et ce modèle d'anévrisme qui à chaque fois va être modélisé dans cette cartouche. L'ensemble devient donc notre modèle de simulation. Donc voici un peu tous les modèles qu'on a déjà réalisés. Donc à carotide ophtalmique avec une artère ophtalmique très fine, un anévrisme de l'artère vertébrale, un tronc basilaire, une communicante antérieure, ou alors encore ici un anévrisme carotidien. Passe ensuite la phase de pré-planning, de pré-impression, dans un logiciel qui est fourni par la société Formlabs, qui nous permet d'orienter le modèle pour qu'il soit le plus imprimable possible. Voilà, ici il faut compter à peu près 14 heures d'impression pour ce modèle et 35 ml de résine.
Voilà, il y a l'orientation qui joue vachement sur le succès de l'impression. Et ensuite, on va pouvoir envoyer à imprimer ce modèle via cette imprimante 3D. Donc la résine utilisée, c'est une résine dite élastique, l'élastique 50A de chez Formlab, qui a des propriétés qui nous permettent de se rapprocher au maximum de l'élasticité, d'un pourcentage d'allongement qui se rapproche de ce qu'on peut voir sur un vaisseau humain, sur une carotide ou sur un polygone de Willis. Les propriétés de l'imprimante sont celles-ci. Je ne vais pas revenir dessus parce que c'est très complexe, mais l'imprimante va pouvoir polymériser à chaque couche une couche de résine pour la solidifier. Une fois imprimée, voilà la pièce brute. Donc c'est une pièce, donc notre anévrisme modélisé, fusionné avec ses connecteurs et son support d'impression. Ici, on a encore un modèle brut avec probablement encore dans ces canaux un mélange de résine qu'il va falloir nettoyer pour que le modèle soit entièrement creux et ne soit pas bouché à certains endroits. Donc ça, c'est un peu l'instant critique et méticuleux de la fabrication du modèle. Donc on dispose de CHU de Brest un espace de travail très confortable puisque le modèle est nettoyé avec de l'alcool isopropylique à 99,9%. Donc je vous laisse imaginer de travailler avec des effluves d'alcool dans un bureau par exemple. Donc on a à une disposition une hotte, ça c'est indispensable. Tout le banc de nettoyage avec des petits outils dont on a le secret un peu pour nettoyer ces modèles, et puis pistolet à air comprimé pour voilà, là on est sur quasiment de la joaillerie, quoi. Donc voilà un peu tout le process de nettoyage de ce modèle. Donc on va rincer abondamment avec de l'alcool pour libérer tous ces canaux, passer de l'air comprimé aussi également pour nettoyer le modèle. Là vous voyez un modèle en cours de désobstruction. Donc vous voyez ici l'alcool qui s'écoule très doucement et qui nettoie cette artère ophtalmique. Voilà, on va répéter X fois cette manutention. Ici, le modèle est encore une fois plongé dans un bain d'alcool pour continuer de nettoyer toutes ces impuretés. Et puis, une fois qu'on est vraiment satisfait, sûr que le modèle est nettoyé, il va passer un peu dans un four à micro-ondes. Ici, il est bombardé d'UV et il est chauffé à une température de 60 degrés pendant 20 minutes pour fixer la résine une bonne fois pour toutes et pour que le modèle soit prêt à être affranchi de son support. Donc voilà ce qu'on est capable de faire avec cette imprimante. L'impression d'une artère ophtalmique, inframillimétrique, 0,8 mm. Voilà qu'on arrive à opacifier sur cette 3D là. Donc c'était un peu un des challenges techniques de ce projet, pouvoir imprimer tout ce qu'on avait besoin pour pas se permettre de ne pas imprimer cette artère ophtalmique qui est fonctionnelle. Donc au début on n'y arriverait pas, puis on a développé des petites techniques, des petites astuces qui nous permettent aujourd'hui de nettoyer ces toutes petites artères. Vous voyez donc le modèle brut ici avec son support d'impression. Donc on va enlever tout ce support d'impression. Et puis on retrouve donc le jumeau numérique, ici le modèle numérique, et puis la vraie pièce, avec encore un peu d'aspérité du support d'impression, mais qui sera non visible au rayon X. Et ce modèle va être donc, comme je vous l'ai dit, comme ici dans l'image que vous pouvez voir, ce modèle va être intégré dans cette cartouche, dans ce dock, pour pouvoir être ensuite placé au bloc opératoire. Donc voilà l'évolution des modèles depuis le début de cette aventure en 2017. Voilà, au début on imprimait pour les connaisseurs du fil fondu, donc c'est quelque chose de très rigide. Est arrivé en 2018 cette résine élastique qui nous a solutionné bien des problèmes. On a décidé ensuite de fusionner des connecteurs pour pouvoir le mettre dans un endroit, dans une circulation pleine d'eau. Et puis après, on a décidé de le mettre dans un dock avec des connecteurs ronds. Et puis, on est passé très récemment sur des connecteurs carrés
Voilà, tous les 6 mois, on a trouvé des évolutions à ce modèle et c'est ce qui est aussi stimulant dans un projet de recherche, c'est de chercher des solutions à des problèmes au fur et à mesure qu'on les rencontre. Une fois ce modèle imprimé, nettoyé, supprimer le support d'impression, on va pouvoir se mettre au bloc opératoire dans les conditions de traitement, c'est-à-dire avec une circulation, avec une pompe à flux pulsé, qui va nous permettre aussi de remplir le modèle. On va rajouter nos valves qui nous permettent d'insérer les cathéters, les microcathéters. Et une particularité de cette résine, c'est que, comme vous le voyez ici, elle est transparente. Et donc, c'est un peu une plus-value sur cette résine-là qui nous permet donc de voir nos cathéters, nos éléments d'embolisation à l'œil nu et de pouvoir étudier d'autres aspects qu'on ne peut pas faire quand on embolise un patient. Donc vous voyez ici une simulation faite avec le professeur Gintric en conditions réelles, avec l'utilisation donc d'une découpe d'image identique à celle du traitement, des microcathéters, des accès, une 3D, de l'imagerie. Donc là, on est vraiment en conditions optimales, des rinçages pour les microcathéters, comme pour une procédure d'embolisation. Voilà un peu ce qu'on est capable de faire. Donc cette fameuse imagerie, on reproduit cette imagerie rotationnelle du modèle injecté à l'iode avec un injecteur automatique. Ça c'est la base de la simulation. Là, une capture d'écran du cathétérisme du modèle avec microguide et microcathéter pour recréer cette procédure d'embolisation. Voilà le rendu aussi de cette imagerie 3D avec, voilà, comme vous pouvez le voir, on arrive à bien recréer les aspérités, les dimensions de l'anévrisme, la tortuosité des vaisseaux, tout est fidèlement reproduit. La sérigraphie aussi, qui est une imagerie de base. Vous voyez ici une belle opacification du modèle. Quelques bulles d'air, hein, ça on n'est toujours pas à l'abri. Pour les aficionados qui nous écoutent de l'imagerie interventionnelle, le fameux road mapping, hein, qui est l'imagerie de base de la cartographie des vaisseaux pour le cathétérisme. Et puis ici, vous voyez la vue en temps réel du déploiement d'un coil dans un anévrisme. Donc vous voyez le comportement du coil dans l'anévrisme qui peut être aussi analysé. Ça c'est un peu une plus-value par rapport à la réalité. Là encore deux exemples. Un exemple de flow diverteur apposé sur une artère vertébrale au regard d'un anévrisme et un stent ici sur un anévrisme de la carotide. Alors pour comparer ce qui est comparable et pour simuler la procédure sur un modèle de qualité, on va toujours comparer l'imagerie du modèle et l'imagerie du patient pour être sûr qu'on n'a pas fait d'erreur, qu'on n'a pas d'incohérence entre le diamètre du modèle et le diamètre du patient. Donc on a à peu près moins de 5%, 5 à 10%, très peu de marge d'erreur entre le modèle et le patient. Voilà, entre la 3D du patient et le 3D du modèle, très peu d'erreurs. Ils sont quasiment superposables, ce qui nous permet donc de faire la simulation sur un modèle fidèle à la réalité. Ici, on peut voir donc la superposition quasiment bord à bord du modèle et de l'anévrisme du patient. Là encore, lorsque l'on superpose le patient et le modèle, on voit une superposition bord à bord de la tortuosité des vaisseaux, ce qui nous permet de valider en contrôle qualité la qualité de l'impression, de la segmentation. Ça valide un peu toute la chaîne qu'on a réalisée juste avant pour qu'on simule bien la procédure d'un clone
numérique. Alors les retombées attendues pour ce projet, on espère pouvoir optimiser le nombre d'outils utilisés lors de la procédure patient, puisque si on peut anticiper, je sais pas, la courbure du microguide, la difficulté de cathétérisme, on va pouvoir choisir les bons outils lors de la simulation pour les appliquer lors du traitement. On va aussi sélectionner les outils appropriés pour élaborer un plan de traitement personnalisé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir bien choisir la bonne taille de stent, le bon diamètre, la bonne forme du microcathéter, le bon accès, c'est-à-dire un intermédiaire ou non, etc., etc. Ça va nous permettre donc de limiter l'utilisation de dispositifs non appropriés. Donc, si le jour du traitement on sort 2 flux diverteurs parce que le premier ne convient pas, si on est capable d'anticiper cette utilisation non appropriée de dispositifs qui sont très coûteux, on est sur des dispositifs qui valent entre 5 et 10 000 euros. Si on est capable d'anticiper le choix du bon dispositif, on va gagner aussi en coût lors de la procédure patient. On va aussi évidemment augmenter la technicité des opérateurs, puisque s'ils s'entraînent, si les neuroradiologues s'entraînent sur un modèle la veille ou une semaine avant l'intervention, ils auront déjà une amélioration de la technicité lors du geste. On va pouvoir débriefer de cette procédure de simulation, puisque nous enregistrons en salle toutes les procédures. On va pouvoir décrypter les gestes parasites de l'opérateur, le comportement du matériel qu'on va pouvoir décoder, et puis ça va permettre de fournir du matériel pédagogique pour la formation des internes, des manipulateurs qui vont pouvoir eux aussi s'exercer au cathétérisme, apprivoiser un peu ce monde du cathétérisme et du microcathétérisme, ce qui est impossible à faire sur un patient évidemment. Donc là on est sur de la simulation, donc c'est bénéfique pour tout le monde. Pour simuler ces procédures, on a besoin d'une banque de matériel d'essai. On ne peut pas utiliser du matériel destiné aux patients. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a développé un vrai partenariat avec les différents industriels avec lesquels on travaille, qui se sont engagés à nous fournir du matériel d'essai. C'est du matériel destérilisé, ce qu'on appelle du non-human use, qui est donc sorti des usines. Et les industriels jouent le jeu en nous fournissant ce matériel-là qui nous permet de faire la simulation. C'est aussi donnant-donnant, parce qu'eux vont apprendre beaucoup de ces procédures de simulation. Donc ça, on va pouvoir choisir les dispositifs, des outils de cathétérisme et les matériels d'embolisation. Les bénéfices attendus pour ce projet, c'est évidemment la diminution de temps de procédure et de temps d'anesthésie. Si on a établi un planning préopératoire, on devrait aller plus vite le jour de l'intervention. On va donc diminuer la dose de rayon X, diminuer le temps d'anesthésie, diminuer la dose des drogues d'anesthésie, diminuer la dose de produits de contraste, etc., etc. Et peut-être même diminuer la survenue d'événements indésirables, perforation péropératoire, complications ischémiques ou autres. Voilà, on ne travaille jamais seul. Et je remercie donc toute l'équipe de l'ANRI de Brest avec laquelle je travaille tous les jours. Le versant académique, c'est-à-dire l'UBO, la fac de Brest, qui m'a permis d'imprimer quand j'avais pas mon imprimante, de développer tout ce processus de simulation grâce aux ingénieurs du Fab Lab. Les industriels, on fait rien non plus sans les industriels, donc Formlabs, qui sont les fabricants de l'imprimante, avec lesquels j'ai pu échanger sur des optimisations, le choix de l'imprimante, le choix de paramètres techniques que je maîtrisais pas du tout parce que l'impression 3D c'était très abstrait pour moi. Silaos, le revendeur de l'imprimante qui accompagne aussi les CHU pour créer des fermes d'impression 3D, c'est un peu l'avenir en ce moment. Ce qui se dessine dans les années à venir, c'est ça, c'est les fermes d'impression 3D collaboratifs un peu pour tous les services qui ont besoin de faire de la simulation préopératoire. Et puis le CHRU de Brest évidemment, avec notre DRCI qui
qui est très porté sur l'innovation paramédicale. Donc ça, c'est chouette. Pour aller un peu plus loin, des étudiants en communication de la fac de Brest ont fait un petit montage sur le projet qui est assez imagé. Je vous invite à aller voir la vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis bon webinaire.